Celui que je reçois à ce micro n'a pas froid aux yeux. Il s'est lancé en 2021 dans un marché immense, aussi complexe qu'excitant. Le déploiement de bornes de recharge électrique pour véhicules, un marché nouveau avec un enjeu de time to market assez chaud. La vente de kilowattheures, un marché dans lequel Aurélien Demeaux ne connaissait rien avant de se lancer. Il marche par passion et quand il a un truc en tête, il ne l'a pas ailleurs, vous allez voir. Doueur obsessionnel. Il n'en est pas à son premier coup d'essai, il a l'entrepreneuriat dans le sang et il sait ce que résilience signifie. Depuis près de 3 ans, Aurélien vit, dort et respire au rythme de son projet. Il a du mal à décrocher, c'est pourquoi je le remercie particulièrement de nous accorder un peu de son précieux temps aujourd'hui pour prendre un peu de recul sur ce projet et partager avec les auditeurs d'Innovation Leaders ses expés. Salut Aurélien, merci de nous faire le plaisir et le privilège de passer un peu de temps avec nous. Mais avec grand plaisir. Bon, on est pas mal à te connaître. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es actuellement co-founder et CEO d'Electra, projet assez dingue dans lequel on va rentrer. Avant ça, on va parler de Cheers, qui parle peut-être un peu plus au grand public, une marque que tu as lancée, une marque hyper attachante, que beaucoup d'entre nous connaissent. On a été, pour la plupart, clients au moins une fois, à défaut de plusieurs, mais au moins une fois de ces produits. Donc des photos et de toute l'impression digitale sur produits. Avant ça, on parle de toi, avant de parler de tes projets. Tu as quel âge? Où est-ce que tu as grandi? J'ai 36, bientôt 37 ans, j'ai 3 enfants et j'ai grandi en région parisienne. Ok. Voilà. Tu n'as jamais été salarié, je crois. Non. Sympa ça. Non, tu n'as jamais été salarié. Ça vient d'où ce côté entrepreneurial? Tu as eu des inspirations perso? Ça s'est fait naturellement? Je pense que j'avais envie... j'ai fait un stage en M&A chez HSBC il y a 15 ans, qui était assez formateur, mine de rien, dans lequel on bossait beaucoup. Et moi, j'avais assez envie de... Comme tu as dit, moi, je suis pas mal un doueur. J'avais assez envie de faire et de comprendre, en fait, l'organisation, le système, comment ça marche, comment c'est organisé. T'aimes bien mettre les mains dedans? Et de pouvoir contribuer à cette organisation. Et tu vois, je me suis lancé après mes études avec un copain d'école qui s'appelle Antoine. On a monté Cheers, comme tu as dit. Et c'est vrai que c'est un moment assez sympa parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais en fait, on entreprend beaucoup mieux quand on a 35-40 ans. Et finalement, c'est vrai que quand tu te lances après tes études, tu n'as rien à perdre en fait. Tu es là avec ton pote, tu te dis allez, on y va, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et ça, il y a une grande fraîcheur que je trouve assez chouette. Tu n'as pas l'expérience, mais tu as toute la fraîcheur. Ouais. On reviendra après dessus parce que je trouve qu'il faut... Enfin, toutes les expériences par lesquelles on passe, elles sont quand même assez formatrices. Parce que tu apprends des autres, tu apprends de ton boss, tu apprends d'une organisation. Le fait de se lancer comme ça, un peu à poil au départ, moi, ça m'impressionne parce que je trouve que tu n'as pas de référentiel. Alors, en même temps, c'est un avantage parce que tu peux inventer. À l'inverse, je trouve que plus tu vieillis, et on a quasiment le même âge, mais on se rend compte que les expériences nous ont quand même pas mal renforcés. Et je trouve qu'on verra comment toi, tu t'es remis en cause aussi à titre perso pour pallier un peu peut-être ce défaut d'exemple que tu as pu avoir. Ouais. Avec des potes ou avec d'autres choses. Cheers, tu y as passé 10 ans. Tu as démarré en 2011 et tu as fini en 2021, ouais, c'est ça. Vous étiez 2 au départ. Antoine, vous vous rencontrez comment? Antoine, c'est un copain d'école. Moi, j'étais à l'EM Lyon en classe et on était assez potes là-bas. Okay. Et on a bien fité, on était coloc, on a fait un semestre à Shanghai. On s'entendait assez bien et Antoine est assez complémentaire de moi, je pense. Il est créatif, lui, j'avais plutôt toute la partie marketing, etc., sur laquelle il était assez doué. Enfin, on avait une bonne complémentarité. Il avait une première expérience entrepreneuriale aussi, lui, pour le coup. Bon, il a embarqué un peu là-dedans. Il avait monté un site qui s'appelle programmetv.net, qui est aujourd'hui un énorme site qui a été racheté par Télé Loisirs. C'est celui que j'utilise basiquement pour connaître le programme télé. Donc c'était assez impressionnant pour moi parce que j'avais déjà, tu vois, un copain qui avait déjà fait ce premier disque qui avait super bien marché et on s'est associés et ça a duré 10 ans. Et l'envie est née, le projet est né après l'envie de s'associer. Vous avez trouvé l'idée après, ou l'idée était là et l'un d'entre vous a cherché un acolyte pour se lancer dans ce projet un peu dingue? Non, je pense qu'on avait tous les deux envie de faire un truc ensemble. On se disait voilà, on est assez complémentaires, on a un fit intellectuel sur les choses qu'on aime, tu vois. On voulait faire un projet en B2C. Parce qu'on voulait un produit, on voulait un truc tangible. Il y avait pas mal de choses sur lesquelles on était alignés. On avait tous les deux très envie de se lancer. Et l'idée vient comment, de Cheers? Et l'idée, on était à Shanghai et en fait, on se dit... c'est un moment où tout le monde commence à partager ses photos sur Facebook. Et initialement, Cheers s'appelait Print Club. Et Print Club, c'était un site sur lequel tu pouvais imprimer tes photos Facebook. Et un truc qu'on faisait, typiquement le premier produit, tu cliquais... Donc on avait une API, il y avait plein d'API qui existaient sur Facebook. Et tu cliquais, en un clic, on aspirait toutes les photos
de profils de tes amis et on en faisait un poster. Tu vois, c'était ça un peu le produit de départ. Le produit d'accroche. Et on l'a fait au départ parce que, je sais plus, il y avait une espèce de pot de départ, on cherchait une idée de cadeau. Sur les sites de photos, en fait, c'était galère, il fallait s'échanger des clés USB, les télécharger sur un ordi, les re-uploader sur un site. Il y avait 10 milliards de produits, on trouvait ça hyper compliqué. Et nous, on était la génération, justement, Facebook qui commençait à échanger toutes ces photos sur Facebook. Et on s'est dit, c'est cool, on va proposer un lien direct, les photos sont déjà en ligne, on va pas les imprimer. Et en plus, il y a toutes les photos de tes amis que toi, potentiellement, t'as pas, et t'as pas du coup à les demander aux autres et tout. Et c'est à une époque, on est en 2010, tu vois, donc t'as pas encore tout à fait WhatsApp et tous les trucs pour échanger les photos facilement. Et en fait, ça n'a pas du tout marché les photos Facebook. Donc ça, c'était le premier gros fail. Parce que les photos que les gens mettaient sur Facebook, c'est des photos marrantes, mais c'est pas du tout les photos de famille, les photos personnelles, les photos de vrais souvenirs que veulent vraiment imprimer les gens. Et donc, ça nous a pris un petit peu de temps à comprendre ça, parce qu'on était jeunes et on était un peu fonceurs. On a beaucoup galéré au début, ça a duré 1 an et demi. On avait un site internet sur lequel il y avait, franchement, je pense qu'il devait y avoir entre 5 et 10 ventes par semaine. C'était vraiment à pleurer. Donc, on commençait à chercher du boulot et on se disait, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'on va plier les gaules et puis on va faire autre chose. Et finalement, on a été sauvés par un petit produit qu'on a appelé la Pola Box, qui était une petite boîte dans laquelle il y avait des tirages au format Pola. Alors depuis, c'est revenu très à la mode, mais à l'époque, j'ai la faiblesse de croire que c'est nous qui avons un peu réintroduit ce truc. C'était tout début 2011. Non, pardon, excuse-moi, tout début 2012. Et là, truc extraordinaire, notre site commence à peu près à tourner parce qu'on avait un site en flash et tout, c'était compliqué. La plateforme commence à être stable. Ce petit produit arrive. Et là, on a 2-3 influenceuses qui commencent à en parler, qui font des articles de blog et tout. Ah, c'est hyper mignon, c'est hyper sympa, ça coûte 18 ou 20 balles, ça fait hyper plaisir, le petit format Pola. Et là, on commence à en vendre 10, 20, 30, 50, 100, et on finit par en vendre, mais genre entre 500 et 1000 par jour, tu vois. Donc ça a été la traction incroyable. Énorme. Et ces influenceuses, c'était naturel ou c'est vous qui les avez financées ? Enfin, qui êtes passé par le mode d'influenceuse pour essayer de dynamiser votre marque ? Au début, c'était full naturel. Il n'y avait pas encore vraiment ce... Tu vois, ça n'existait pas vraiment. Voilà, tout ce qui est les influenceurs, avec le fait que tu les payes, ils postent un truc et tout, ça n'existait pas vraiment. C'était plutôt une sorte de RP, mais de gens qui avaient des petits blogs et qui n'étaient pas des trucs majeurs. Okay. Et ça nous a carrément aidés. Et nous, à l'époque, pour te dire, le canal d'acquisition principal, c'était vraiment justement les Facebook Ads. Et les pages Facebook sur lesquelles tu avais un reach qui était encore assez important. Et ce produit Pola Box nous a sauvé la vie, à tel point que ça représentait 80-90% de nos ventes, je pense, en 2013. Et puis, on l'a décliné sur beaucoup d'autres formats, des boîtes, la boîte Saint-Valentin, la boîte de Noël, la boîte de la fête des mères. Enfin, on a T'as surfé sur la vague de la boîte on a creusé ce filon au maximum. Et puis ensuite, on a vraiment développé toute une palette d'autres produits. Et puis, on a développé l'application mobile et on a beaucoup développé sur le mobile. Donc, nous, on était la 3e génération. Tu as eu Kodak. Kodak, c'est un traumatisme énorme. C'est une boîte qui faisait 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui n'a pas géré le virage du numérique. Ouais, c'est un des cas d'école. C'est un cas d'école. C'est un Harvard Case Study qui est extrêmement intéressant, dans lequel on montre qu'en fait, il y a des gars qui, début des années 2000, disent « Non, mais le digital, ça va mettre 30 ans, on s'en fout, c'est pas le sujet, etc. » Donc, ensuite, tu as eu toutes les plateformes en ligne, sites web, donc Photobox, PhotoWeb, Snapfish, etc., qui sont arrivés. Donc ça, c'est des gens qui ont... C'est stockage et édition de print photo. Édition de produits personnalisés en ligne. Okay. Donc Photobox, c'était le principal. Donc tu as eu Kodak, ils n'ont pas su s'adapter. Donc tu as des nouvelles plateformes comme Photobox qui ont trusté le marché en ligne sur les sites. Et nous, on a trusté le marché sur le mobile. Et donc c'était assez intéressant de voir en fait cette évolution en fonction des supports. Et souvent, moi, dans les levées de fonds, il y avait des gens qui me disaient « Ah, mais attendez, mais là, Photobox, ils sont 1000, ils ont 300 ingénieurs, ils font 500 millions de chiffre d'affaires. Donc, demain, quand ils vont faire une application mobile, ils vont vous ratatiner, les gars. Ouais. » Et moi, je leur disais « Mais en fait, les gars, Kodak, il y a 15 ans, ils faisaient 24 milliards de chiffre d'affaires, ils étaient 200 000, et ils sont quand même fait prendre par Photobox, qui était naissant à l'époque. » Donc, ça, c'est vraiment la première énorme leçon. C'est, pour moi... C'est à partir du moment où tu es focus, où tu ne fais qu'une chose matin, midi et soir, et que tu es assez radical dans ton focus, tu ne fais que ça, je pense que tu peux être vraiment le meilleur. Il y a un petit facteur chance, parce que si la vague est... Il y a une question de timing, mais
tu vois, il y a toujours des nouveautés sur des marchés, des modes, des choses qui arrivent. Donc, il faut évidemment anticiper et se positionner sur ce timing. Mais ensuite, je pense qu'il faut bien choisir. Tu vois, si je pense à Electra aujourd'hui, oui, il y a une électrification des transports qui est en train de se produire en ce moment et il faut être là dans le momentum. En même temps, dans la recharge, tu as plein de choses. La recharge à domicile, la recharge au bureau, la recharge au dépôt pour les flottes, la recharge le long de la voirie, hein, ce qu'on appelle tu vois, du on-street charging. Et donc, nous, on a pris le parti de dire on va faire de la recharge rapide, qu'on appelle en fait ultra rapide. Et on va faire des hubs de recharge, des stations de recharge ultra rapides, et on va être les meilleurs là-dedans. Et on va faire ça at scale au niveau européen. Et ça, c'est vraiment un gros learning, en tout cas de Cheers aussi, c'est si tu fais un truc et tu le fais bien, même une multinationale qui a 250 000 personnes, balayer, quoi. Elle peut... Heureusement d'ailleurs que c'est comme ça, parce que ça permet d'avoir tu vois, des relais. Tu as les incumbents historiques et puis tu en as des nouveaux qui arrivent et qui prennent le relais. Donc il y a une analyse du canal, et ce canal-là, tu mises sur l'avenir ou sur le long terme et tu mets le paquet. Oui, parce que tu vois, le mobile, typiquement, pour revenir à Cheers, c'est 2 applications, une iOS, une Android, avec des mises à jour toutes les 3 semaines, tous les mois, c'est à peu près ce qu'on faisait. C'est pas les mêmes produits. Tu peux pas mettre 2000 produits sur une app mobile par rapport à un site internet. C'est pas les mêmes canaux d'acquisition. Tu vas essayer de chercher à faire de l'app download. Donc c'est pas les mêmes cibles, pas les mêmes utilisateurs non plus. C'est pas alors c'est quand même pas mal un peu, tu vois. C'est beaucoup des femmes en fait qui impriment. Nous, on a 90%, allez 80% de nos clients, c'est les clientes qui avaient plutôt entre 30 et 50 ans. Ça, c'est le deuxième learning que j'ai appris. C'est que nous, comme on était jeunes et puis qu'on avait les canaux d'acquisition Facebook, etc., on ciblait beaucoup les jeunes au départ. Et donc, parce que ça coûte moins cher de faire de l'acquisition sur des gens qui ont 18 ans que sur des gens qui ont 40 ans. Et à un moment donné... Pourquoi ça coûte moins cher? Parce que c'est des cibles qui ont moins de pouvoir d'achat. Et donc, tu as moins de pression en fait, publicitaire dessus. Donc, ça coûte beaucoup moins cher de cibler des gens qui ont 18 ans que des gens qui ont 40 ans. Et le gros learning pour moi ici, c'est on ne fait pas boire un homme qui n'a pas soif. C'est-à-dire que t'as beau avoir des coûts d'acquisition qui sont faibles, etc., les gens qui ont 18 ans, ils sont pas encore dans les souvenirs. Les souvenirs, c'est quand tu commences à avoir un conjoint, te marier éventuellement, avoir des enfants, là, tu te fais des cadeaux et tu veux matérialiser tes souvenirs, quoi. Et tu commences c'est grosso modo post-30 ans, tu commences à te dire ah ouais, la vie, ça passe vite quand même. Hein. Là, il faut quand même que je documente un peu ce qui se passe. Tu as un peu plus de budget aussi, accessoirement. Et voilà, et tu commences à travailler, tu as un peu de pouvoir d'achat et tout. Okay. Et vous avez pris des risques parce que vous êtes pas uniquement... Vous auriez pu faire le choix d'être uniquement une boîte tech qui sous-traite toute la prod à un industriel dont c'est le métier. Vous avez décidé d'internaliser ça, de le maîtriser, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et ça donne des contraintes de boîte de production. Ouais. Que toutes les boîtes tech ne souhaitent pas avoir. Et pourquoi avoir fait ce choix-là? Alors, il y a deux explications. Il y a une partie personnelle qui est que moi, je trouve que c'est... Tu as besoin de comprendre? J'ai besoin de comprendre. Je trouve ça hyper intéressant. J'ai besoin d'être proche du produit. Moi, ma plus grande fierté, mon plus gros kiff, pardon de le dire comme ça, c'est quand les gens me disent « Ah, j'ai changé chez Electra et c'était génial. » Ça, c'est le meilleur truc que quelqu'un puisse me dire. Et de la même manière, chez Cheers, quand on me disait j'ai commandé mes photos et c'était top, je les ai reçues rapidement, la qualité était bien. L'effet waouh sur le produit, voilà. J'aime beaucoup le produit. Et numéro 1, on a sous-traité au départ et on avait beaucoup de mal à avoir le niveau de qualité, le niveau de réactivité qu'on souhaitait. Et puis quand on a commencé à avoir une certaine taille, c'était un énorme kiff. On avait notre propre labo qui était à Gennevilliers, on avait 50 personnes avec toute la problématique opérationnelle et industrielle de faire tourner... C'est particulièrement exigeant parce qu'en fait, c'est un des trucs pour lesquels je suis content de plus être dans cette industrie. C'est assez saisonnier comme métier. Donc, tu fais 30% de ton chiffre d'affaires en décembre, à Noël, et à peu près 80% de la marge, soit dit en passant. Et en plus, comme c'est des produits personnalisés par définition, tu ne peux pas les stocker en avance. Donc, les photos de Madame Dupont, tu les reçois le 15 décembre à 20h. Tu dois lui livrer pour Noël, tu ne peux pas les produire avant le 15 décembre à 20h. Donc ça te fait une tension sur la chaîne de production qui est monumentale. Mais à l'inverse, t'es dépendant de personne.
Enfin, ça veut pas dire que ça marche, mais ça veut dire que tu n'es pas dépendant d'un fournisseur qui t'aura expliqué que pour X ou Y raison, ça marche pas. Ah oui, non, tu maîtrises. Voilà, tu maîtrises. Moi, j'allais en décembre, je passais le plus clair du mois de décembre au labo avec les équipes, avec des gens qui sont... on avait 3-8, hein, on avait 3 shifts. Avec des chefs d'équipe, etc. On faisait ce qu'on appelle un shop floor le matin avec les équipes pour comment on allait, quel était le backlog en fait de production de la veille et comment on allait affecter les équipes et tout. C'est passionnant. En fait, être près du produit, en vrai, c'est génial. Et je pense que c'est un des torts, c'est un peu fort, mais un des biais, à mon avis, du venture capital et de la tech ces dernières années, ça a été de dire on veut que du online, on veut que du SaaS, on veut que du B2B. Et tout ce qui est opérationnel et tout, on se bouchonnait en pas entendre parler. Et moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce qu'il y a beaucoup de métiers. Et typiquement, dans la grande vague d'investissement qui est la transition énergétique aujourd'hui, le faire uniquement avec du software, ça marche juste pas en fait. À un moment donné, il faut avoir du hardware, il faut s'occuper des réseaux, il faut s'occuper des systèmes de chauffage chez les gens, de la rénovation thermique des bâtiments, de l'électrification des transports. C'est un mix des deux qui sera... Absolument. Et c'est le mix des deux que moi je cherche. Et mon modèle là-dessus, c'est Apple, c'est Tesla. Apple, clairement. C'est quoi pour toi? C'est une boîte de hardware, c'est une boîte de software? Tu sais pas dire. C'est la combinaison des deux qui font une expérience client exceptionnelle. Et Tesla, c'est clairement le soft qui a dynamisé le hard. Parce exactement. Que, du coup, mais sans une bonne production, il ne serait pas là non plus, tu vois. Donc c'est vraiment les deux. Et j'observe d'ailleurs que quand tu regardes le Nasdaq, au Nasdaq, donc les entreprises techno aux US, il y a beaucoup de boîtes qui sont des boîtes de biotech, qui sont des boîtes de télécommunications, etc. C'est pas uniquement des plateformes SaaS, tu vois. Donc je pense qu'il y a déjà eu un peu, à mon avis, cette acculturation du fait que avoir une jambe industrielle et opérationnelle, c'est pas déconnant. Ça veut pas dire que t'es pas une boîte tech, en fait. Pour revenir sur Cheers, comment vous avez... Parce qu'il y a un truc qui sort du lot. Vous êtes arrivé sur un marché qui est quand même assez concurrentiel, où l'espace à prendre n'était pas bien grand au départ. Et finalement, vous avez fait votre trou. Ça m'intéresse de comprendre comment on prend sa place dans un marché qui semble assez concurrentiel, avec des éléments différenciants, finalement pas... Enfin, tu les décris, et finalement on se rend compte qu'il y a des choses, tu vois, la notion du mobile fait qu'on... Je n'avais pas maîtrisé que c'était un angle d'attaque et un élément différenciant important. Il y a aussi l'attachement à la marque qui était fort chez Cheers. Oui. Comment est-ce que tu arrives à l'expliquer avec un peu de recul, comment est-ce que cette notoriété de marque et cet attachement à la marque qu'on avait tous, c'est fait? Ça s'est opéré comment? C'est un truc que vous avez presque subi avec étonnement, ou c'est un truc que vous avez vraiment voulu créer, cette marque différente des autres? Non, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a toujours voulu développer, partant du principe que dans un marché B2C, comme tu le dis, très concurrentiel, à la fin de la journée, les gens ne prennent pas un tableau Excel, ils vont lister les 50 sites internet qui impriment des photos en ligne, ils vont tout comparer. C'est clair. En fait, c'est un choix qui est plus émotionnel que rationnel, dans lequel les gens ils vont se dire « Ah tiens, ça j'en ai entendu parler, oh, je l'ai vu chez les copains, ah j'ai vu la pub à la télé, j'ai vu leur communication, ils sont sympas, ça a l'air cool ». C'est comme ça en fait que ça se passe, hein, le B2C. Et donc ça va donner envie aux gens de venir. Nous, en plus, franchement, ça nous faisait marrer. On a fait des trucs assez rigolos. On a fait un jeu concours, juste pour citer un exemple, dans lequel les gagnants, on a imprimé leurs photos sur un avion. C'était un avion partenariat qu'on a fait avec Transavia. L'avion, il a volé pendant 10-12 mois. Et il y avait les photos des gens. On est allé à Orly, ils voyaient la tête de leurs enfants sur l'avion. C'était extraordinaire, tu vois, c'était marrant. On a fait aussi plein de pubs télé, plein de choses un peu plus classiques. Mais on s'éclatait bien dans le fait de faire des choses un peu différentes. Et je pense que c'est aussi l'avantage de la start-up par rapport au groupe un peu historique, qui est un peu plus institutionnel et qui en perd un peu en créativité. Et puis je pense que le truc important, je reviens dessus, c'est le produit. C'est-à-dire que tu peux dire, voilà, moi je suis sympa, sexy, avoir une super communication. À la fin de la journée, il faut que tu live up to the promise, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment délivrer quelque chose dans les temps, hyper qualitatif et tout, pour matcher avec cette promesse de objet sympa, beau, que les gens ils mettent chez eux. Il faut que l'expérience, malgré tout, derrière, elle se transforme et qu'elle soit bonne au final. Les photos, en plus, c'est un truc qui coûte que dalle.
une photo, un tirage photo, aujourd'hui, ça coûte quelques 10, 30, 20, 30 centimes, tu vois, ordre de grandeur. Donc ça coûte rien. En revanche, la valeur émotionnelle, je te raconte pas. Il y avait un truc qu'on disait souvent, si tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils prennent en premier si leur maison brûle, les photos, c'est la réponse numéro 1 la plus citée. Okay. Donc c'est assez dingue. Hein. On touche à un truc sensible, où la valeur est perçue et supérieure, bien sûr. C'est tes enfants, ta famille, tes amis, c'est très intime, tu vois. C'est le fait de confier tes photos comme ça à une plateforme, il faut déjà avoir un minimum de confiance. Et je pense que, pour revenir sur juste 2 minutes sur la partie communication, construction de la marque, sur la partie marketing et médias, en fait, si tu le fais bien et que tu montres un certain niveau d'excellence, si c'est très bien fait, je pense que ça dit aussi quelque chose de la qualité de ton produit. Dit autrement, quand tu reçois un document qui est très bien fait, très bien construit et très clair, tu te dis, les gens en fait qui travaillent dans cette boîte, a priori, ils savent de quoi ils parlent et ils ont l'air de l'exprimer de façon assez claire. Donc ça inspire confiance. C'est la même chose en fait avec le marketing que tu crées autour de ton produit, je pense. Ok, bon à retenir. T'en parles avec un souvenir, bien sûr, positif de tout ça, parce que ça a été des sacrées années, ça a été des sacrées galères aussi, parce que le B2C, les contraintes de prod dont on peut parler, donc on peut imaginer, finalement, ça devait être des moments parfois où tu t'arrachais un peu les cheveux, mais visiblement, ça t'a pas dégoûté de l'entrepreneuriat. Vous êtes sorti en 2021, un peu, peut-être pas par hasard, mais dans le cadre de la 4e levée de fonds que vous faisiez, si je dis pas de bêtises, il y a un groupe allemand qui s'est présenté pour taper à la porte et potentiellement vous racheter, ce qui n'était pas attendu, mais il y a eu un fit, il y a eu un timing aussi qui était bon, et donc vous décidez de quitter l'aventure en avril 2021. Tout à fait. Okay. Tous les deux, vous êtes sortis avec Antoine en même temps ? Alors moi, je suis sorti tout début 2021, Antoine il est sorti fin 2021. Okay. Mais le groupe allemand, effectivement, l'énorme avantage qu'ils avaient, c'est que c'est des gens très long terme, c'est des gens qui ont... c'est le meilleur niveau de qualité en termes de production, pour moi, et j'ai visité toutes les usines de tout le monde. Et donc, on s'est beaucoup retrouvé sur cet aspect qualité. Et nous, on avait aussi besoin de s'appuyer sur un gros industriel parce qu'à la fin de la journée, donc eux, ils avaient des usines partout en Europe. On en avait besoin de cette capacité. Et j'avais du mal à me dire, même avec tout l'argent du monde, comment est-ce qu'on allait construire XY labo dans les années à venir pour tenir le choc de la croissance. Assez gros, quoi. C'était une marche immense. Franchement, j'en dormais moyennement la nuit. Et donc, quand les Allemands sont arrivés, ils avaient déjà toute cette machine industrielle extrêmement puissante. Mais tu t'apprêtais à te lancer quand même. Enfin, tu t'apprêtais à la franchir. Ah oui, on avait déjà des NBO de levée de fonds qui étaient déjà là. On était prêts à faire la levée de fonds. Bon. Qu'est-ce qu'on fait quand on vend sa boîte comme ça, une boîte qui faisait quand même 25 millions de chiffre d'affaires, on se fait un break de dingue et on réalise des rêves à ce moment-là ou on renchaîne 50 direct. millions de chiffre d'affaires. 50, pardon. J'étais à la moitié, de corriger. Tu fais bien. Et qui gagnait de l'argent. Je le dis aussi avec un petit sourire parce que c'est très dur dans l'e-commerce de gagner de l'argent. Oui, effectivement. Il faut serrer. C'est pas le meilleur élève de la classe des investisseurs non plus. C'est pas toujours. Mais bon. Ouais, donc une belle boîte rentable et qui donnait sérieusement, grosse sur un plan européen. Donc voilà, belle carte, belle réalisation. Quand tu en sors, à ce moment-là, tu as envie de faire quoi ? Tu te fais un petit craquage ou deux ? J'en sors le 31 mars 2021. Le 1er avril, je suis dans un WeWork rue de Madrid à travailler sur Electra. Parce qu'en fait, on a vendu la boîte en 2018 à Seaway. On a fait toute l'intégration qui était passionnante pendant 2 ans. Ah, ok. Et ouais. On a fait... on avait 3 ans de contrat d'accompagnement, de service après-vente, on l'appelle comme on veut. Okay. Et honnêtement, c'était... assez long, quoi. Ouais, mais ça passe vite. Quand tu as une très grosse croissance, ça passe quand même assez vite. Les 2 premières années, en tout cas, étaient vraiment intéressantes. C'est un très beau groupe européen. On a fait toutes les intégrations, les synergies industrielles, etc. Donc, c'était cool. On a beaucoup fait grandir la boîte. Et la dernière année, pour le coup, on avait une belle boîte avec une belle taille. Elle était rentable. On avait des gens qui étaient très compétents. Et on avait quand même un plafond de verre sur ce marché. Parce que le marché de l'impression photo en ligne en France, c'est de l'ordre de grandeur, c'est 200 millions d'euros. Nous, on faisait 50 millions, dont 30-35 sur la France. Donc, c'est pas un immense marché. C'est tout petit. Ouais. Donc, tu avais beau faire le meilleur truc du monde, on voyait pas trop un peu quelle était la marche d'après. Et donc là, je commençais un petit peu à
à m'ennuyer ou à me dire bon bah voilà, ça fait quand même 10 ans que je fais que je suis dans l'impression Et tu photo. sais que ton marché, tu commences pas à toucher les murs, mais presque. Enfin, Voilà, tu sens que le tu commences costume à toucher commence les à... murs. Et donc là, moi je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Moi je suis passionné par la mobilité depuis plusieurs années. C'est un secteur que Purement j'adore. à titre perso, pour le coup. À titre Enfin, perso, c'est- j'ai investi en quelques boîtes de mobilité. J'ai vu aussi, pour vivre à Paris depuis au moins 2010, que c'était un sujet. Ouais. toutes les innovations qu'il y a eu. En fait, on ne se rend pas compte, mais en 2010, t'as pas Uber, t'as pas Blablacar, t'as pas les scooters, les trottinettes dans la rue. D'ailleurs, il n'y en a plus. Ouais. T'as pas la location, tu vois, Virtuo, où tu viens avec ton téléphone et tu débloques ta voiture. Ouais, ça s'est fait en un mouchoir de poche. C'est dingue. En 10 ans, ce qui s'est passé à la mobilité, c'est dingue. Il y a eu un Big Bang et moi, je suivais ça avec gourmandise. Je piaffais de bosser dans ce secteur parce que j'adorais ça. Ouais, qui fait aussi quand même parfois un peu flipper parce que t'as des modes et tu sens que t'as des feux de paille aussi, mais ça t'a pas... Exactement. Ce qui me faisait flipper, c'était l'aspect... Il y a des grosses boîtes dans la mobilité qui ont des beaux succès commerciaux, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont beaucoup d'utilisateurs, mais des modèles économiques qui sont très difficiles. Et qui peuvent être balayés sur une loi, enfin sur un contexte légal qui peut rendre le business un peu fragile parfois. Ouais, en plus. Du coup, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, je me suis dit, OK, on veut faire quelque chose qui a un impact très significatif et qui soit majeur. L'électrification des transports, en fait, c'est le premier sujet. Hein. Les transports, c'est le secteur d'émissions de carbone, c'est le numéro 1 en France. C'est plus de 30% des émissions de carbone. En plus, évidemment, tout le pétrole, il est importé. C'est chose que je dis souvent, mais je le rappelle, toute la mobilité motorisée aujourd'hui en France tourne au pétrole, les bateaux, les bus, les avions, les deux roues, les voitures, tout ce que tu... À part les trains qui sont en grande partie électrifiés. Donc, électrifier tout ça, c'est un défi majeur pour tout le monde, hein, pour Electra, pour les constructeurs automobiles, pour ceux qui font des gigafactories comme Vercor, etc. Et il faut absolument qu'on le fasse. Qu'est-ce qui te fait dire que toi, tu es légitime là-dedans, alors que tu connais pas plus grand-chose que... Enfin, tu as le côté entrepreneurial, project management, mais tu doutes pas quand tu te lances dans un truc comme ça ça devient d'où cette confiance? Te dire, j'y connais rien, les autres, il y en a qui sont beaucoup mieux placés que moi, mais je me lance quand même, et je me lance avec une certaine ambition sur le sujet. Alors ça, c'est un autre learning que j'ai en tout cas de Cheers, c'est que je pense que le développement d'une boîte et son succès, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi de, comment dirais-je, de savoir-faire sur la boîte à outils, de comment est-ce que tu crées une boîte, comment est-ce que tu la gères, comment est-ce que tu la développes. Ensuite, l'expertise en elle-même. Moi, je me suis entouré, j'ai un associé qui qui est dans le secteur de l'énergie depuis 20 ans. Et puis, tu peux la compenser, ça, potentiellement. Je pense que tu peux t'entourer de gens qui peuvent être évidemment bien plus experts que toi et qui vont t'apporter. Après, moi, étant très passionné par le sujet, je me suis plongé dans le truc et je l'ai dévoré. Et j'ai commencé à lire, à regarder 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures par jour. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis dit, en fait, je suis picousé de ce sujet, je veux y aller en fait. Parce que limite, tu te dis que tu as presque une chance d'y arriver, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de recul et il n'y a pas beaucoup d'experts sur le sujet. C'est pas comme si tu avais 10 ans de retard. Tout le monde part à peu près sur avec le même pied d'égalité, quoi. C'est un sujet nouveau. Tu as toujours le même syndrome. Tu veux t'attaquer à un sujet qui est un sujet important, enfin, comment dirais-je, qui est un gros truc, quoi. Tu vois, nous, on ne peut pas prétendre accompagner les gens dans la recharge de leur véhicule électrique si on ne met pas les moyens, on ne crée pas un réseau dimensionné, etc. Donc, si on veut vraiment avoir un impact, il faut faire quelque chose de très dimensionné, donc c'est assez ambitieux par nature. En revanche, tu vois, il y a d'autres secteurs dans lesquels tu as ça, tu vois, les gens qui disruptent les banques, la Conto, Memobank et tout, c'est fantastique. Et tu auras toujours des gens qui vont te dire, mais attends, il y a déjà des gros, ils ont beaucoup plus d'argent, ils sont plus légitimes, ils sont plus experts, etc. Certes, mais je pense que quand tu pars justement avec de la fraîcheur sur un sujet, que tu t'entoures de cette expertise et que toi-même, tu te plonges dans le truc, ouais, je pense que ça peut marcher. Et finalement, tu vois, Electra et Cheers, c'est très différent comme sujet. Mais à la fin de la journée, mon day-to-day, c'est quoi? C'est de recruter des gens, c'est de trouver des bureaux, c'est de lever des fonds, c'est de développer l'international, c'est d'organiser ma boîte avec tout un tas d'instances. Les aspects politiques ou les aspects aussi, avec les territoires avec lesquels tu bosses, avec les différents pays dans lesquels tu bosses. Oui, ouais. C'est de convaincre des gens de mon produit, du fait que ça soit un bon produit et tout. Mais tu vois, finalement, c'est toute cette boîte à outils que, notamment, les 10 années chez Cheers m'ont donné.
c'est hyper utile. Alors évidemment, après, il faut comprendre son marché. C'est un marché en plus qui est particulièrement exigeant parce qu'il est un peu nouveau. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une littérature extrêmement sophistiquée. C'est plutôt prospectif. Aujourd'hui, il y a 900 000 voitures électriques en France sur 38 millions de véhicules. En 2030, il devrait en avoir 8-9 millions. Donc tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est prendre des projections et prendre des vues sur qu'est-ce que sera le monde des transports quand il sera électrifié. D'ailleurs, très intéressant, je te prends une étude de McKinsey, de Bain, de BCG. Je vais avoir 3 chiffres très différents sur quel sera le nombre de voitures électriques en 2030 et quelle sera la part de recharge publique. Et c'est ça aussi que je trouve passionnant d'ailleurs. Clairement. Mais en tout cas, ce que tu dis, et j'en parlais avec Benjamin Gagnon, que tu connais bien il n'y a pas longtemps, sur le fait de... C'était presque... Enfin, c'est un gros kiff de se lancer dans un nouveau projet parce que tu connais, tu as un réseau d'adresses, enfin, tu as un carnet d'adresses énorme, tu as des réflexes qui sont là et tu te sens beaucoup plus efficace dans ce deuxième projet que dans ce premier. Ah oui. Après, on en reparlera aussi, mais l'univers dans lequel tu es aujourd'hui est quand même radicalement différent de ce que tu avais avant. Déjà le B2C, déjà un marché... je suis pas sûr j'allais chercher les différences, mais c'est plus simple de chercher les points communs que de chercher les différences entre Il y a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de points communs. Mais le premier point commun, c'est qu'en fait, il y a 2 faces de la médaille. La partie tech software et la partie opérationnelle et industrielle qu'il faut maîtriser, les mettre ensemble pour arriver à faire en sorte que l'expérience, elle fonctionne. Moi, il y a un truc que je dis souvent, c'est le client qui vient se recharger chez Electra, il s'en fout que ce soit le software ou la borne qui ne marche pas, en fait. Il constate juste que ça ne marche pas. Et donc, c'est à nous de faire le job pour s'assurer que sur les 2 jambes, on est fort. Et un des gros sujets quand on a lancé Electra en début 2021, c'était qu'il y avait pas mal de gens, y compris quelques fonds de venture avec lesquels j'ai discuté, qui me disaient « Mais attends, mais pourquoi vous allez faire toute la partie industrielle, tirer les câbles et tout, c'est chiant ça ?» Vous devriez simplement faire une plateforme tech. Et moi, à titre personnel, mon challenge intellectuel et mon envie, c'est d'aller justement sur les sujets industriels. Et 2, je pense que c'est comme ça que tu fais vraiment la différence. Mais c'est pareil pour Cheers. À la fin, la qualité du produit, c'est est-ce que tu as la bonne machine qui te propose la bonne colorimétrie, est-ce que c'est livré à temps, est-ce que tout ça, c'est bien. Et le juge de paix, c'est ça, hein. Après, tu auras peut-être forcément une phase, je pense un peu aux opérateurs mobiles qui, à une époque, faisaient leur réseau et les services à valeur ajoutée. Et à un moment donné, ils se sont dit, attends, si on rate le coche, soit on devient juste un fournisseur de tuyaux et on n'est plus du tout sur les services, soit on est sur les services et plus sur le réseau. Mais bon, tu auras peut-être un nouvel univers qui s'ouvrira à toi à ce moment-là. Mais oui. Aujourd'hui, tu maîtrises les 2, c'est intégré. Il y aura peut-être plusieurs courses après, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir beaucoup, et c'est pour ça que moi, je me projette vraiment à très long terme sur cette aventure. Parce que c'est un métier d'infrastructure. Donc, de toute façon, c'est du long terme. Et comme je te dis, nous, notre horizon, là, sur les business plans qu'on fait, c'est pas 3, 4, 5 ans, c'est minimum 2030. Parce que de l'infrastructure... Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on est financé notamment par des fonds d'infrastructure. On l'a été au départ par des fonds de venture, ce qui nous a permis, quand on était quelques bonhommes et quelques slides, d'avoir le financement. Maintenant qu'on est un peu plus établi, on est avec des fonds d'infra, et les fonds d'infra, ils ont l'habitude de ça. Les fonds d'infra, ils financent des lignes de chemin de fer, des autoroutes, des parcs solaires, éoliens et tout. Donc, se projeter sur le long terme, c'est précisément ce qu'ils font toute la journée. Donc ça, je pense que c'est... Vous avez la même... On est alignés. Et ça veut dire une projection de rentabilité aussi éloignée que ça, ou on peut attendre de toi que tu sois rentable avant ? Nous, on a des horizons de rentabilité qui sont relativement lointains. Si tu compares par rapport à, par exemple, d'autres boîtes de SaaS ou de tech dans lesquelles tu attends un retour très rapide. Mais en même temps, on a une perspective de rentabilité qui est beaucoup plus certaine, en fait. C'est-à-dire qu'on construit un réseau, on a des concessions dans des supermarchés, des hôtels, des restaurants, etc. Il y a peu de suspense sur le fait que demain, il y aura des millions de voitures électriques. Donc, ça va prendre du temps, mais l'équation économique, elle est très, très robuste. Il n'y a pas un aléa gigantesque. Sur la demande, c'est ça ? Sur la demande. Ouais. À l'inverse, dans des boîtes de tech, tu peux avoir plus d'explosivité, des rentabilités incroyables très rapidement, mais c'est plus volatile. Qui peuvent être un peu plus volatiles. Et je pense que d'ailleurs, c'est un des sujets... Ce qui se passe dans la tech, c'est depuis 1 an maintenant, à peu près, tu vois, l'espèce de crise de financement et le fait que tout le monde ait un peu la gueule de bois aujourd'hui. Soit dit en passant, c'est très difficile d'être entrepreneur et CEO dans la tech aujourd'hui. Tu es complètement stretché entre tes investisseurs qui ne sont pas contents
parce qu'ils ont payé des valos délirantes et du coup, ils considèrent que t'as pas exécuté derrière, enfin, t'es pas à la hauteur de leurs attentes, qui étaient en fait trop élevées, et tes salariés qui sont pas contents non plus parce que tu serres la vis. Donc franchement, et que tous leurs BSPCE ne sont plus du tout à la hauteur que ce qu'on imaginait. Absolument. Donc franchement, c'est pas un métier facile parce que t'es un peu stretché de côté. Mais le post-mortem, il est hyper intéressant. Je pense que ça développe beaucoup de résilience. C'est très utile pour l'écosystème. Et une des leçons pour moi, c'est qu'à la fin, le système de venture capital doit prendre des vues, à mon avis, un tout petit peu plus long terme. Donc c'est pas 3-5 ans, c'est plutôt 5-10 ans qu'il faut prendre. Parce que tu fais pas des gros business sains, structurés, solides en 3 ans. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut un certain nombre il faut un cap, quoi. Il y a beaucoup d'effets de mode, me semble-t-il, ou en tout cas, il y a eu. Et je pense que ce qu'on attend de l'écosystème de VC, c'est d'apporter... Ça manque d'ancrage, ça manque de stabilité, de dire, nous, on investit là-dedans, on sait que ça va prendre du temps, on est là long terme, ça va prendre 5 ou 10 ans, et on va pas faire, OK, la dernière mode, c'est quoi ? C'est les cryptos, c'est de l'IA, non, c'est quoi le truc ? C'est un peu comme un paquebot, tu changes pas de cap Exactement. rapidement, quoi. Et c'est ce qui fait que tu construis, et je dis pas ça parce que, bon, forcément, je suis sans doute un peu biaisé par mon prisme un peu infrastructure maintenant, mais je pense que dans tous les business, c'est valable. Le fait de se dire, j'ai un cap, je le tiens, je vais pas, encore une fois, aller prendre les dernières modes des cryptos et compagnie, quoi. C'est assez rassurant, enfin, ça doit être assez particulier, je sais pas si c'est bien ou pas, mais de piloter une boîte avec un enjeu de rentabilité à long terme. Ça doit être assez particulier. Du coup, si c'est pas la rentabilité qui est un des curseurs ou une des métriques que tu suis aujourd'hui, quelles sont tes métriques aujourd'hui qui te font dire que Electra est sur la bonne voie ? Il y en a plusieurs, en fait. Il y a plusieurs choses. Il y a le parc de stations qu'on construit. Est-ce qu'on a un réseau qui se construit bien avec des coûts maîtrisés à des endroits qui sont intéressants ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quel est le taux d'utilisation de notre réseau ? Combien on a de gens qui viennent se recharger tous les jours ? Par point de charge, par station, on le mesure comme on veut. Mais ça, c'est un indicateur d'activité qui est très important parce que de là, on va se dire, est-ce que oui ou non, on a une demande qui est là, numéro 1, 2, qui croît dans le temps. Et donc, quand on va avoir de plus en plus de voitures électriques, est-ce qu'on va continuer à tenir cette croissance ? Est-ce qu'on va même faire un peu mieux que le marché ? C'est en tout cas l'objectif. Donc tout ça, on mesure. Et bien sûr qu'on est quand même très factuel sur les mesures financières, c'est-à-dire notre chiffre d'affaires, notre marge brute, notre rentabilité in fine. Oui, même s'il n'y a pas de rentabilité, il y a quand même des clients, il y a quand même une rentabilité à mesurer. Oui, alors nous, on va avoir une rentabilité, une marge opérationnelle positive à relativement court terme. Donc on parle d'un horizon de 3 ans à peu près. Okay. En revanche, comme on met des capex très importants au départ, beaucoup d'investissements, on va avoir une période de ce qu'on appelle de payback qui va prendre un peu plus de temps, parce que le temps que cette marge opérationnelle vienne couvrir l'investissement initial, ça va prendre un peu plus de temps. Mais c'est très typique dans l'infrastructure. Bon. Au niveau de l'énergie en elle-même, on parlait tout à l'heure sur certains marchés, des lois qui peuvent, du jour au lendemain, te faire basculer un business ou une idée qui semblait bonne et en fait, que tu n'as plus le droit d'exploiter. Mm-hmm. Quand on voit tu me parlais, je crois, la dernière fois, sur le fait que l'hydrogène n'était pas la meilleure énergie pour la petite mobilité, je crois, ou la mobilité légère, mais que potentiellement ça a une place. Entre-temps, Opium s'est cassé la figure et pendant quelques temps, ça semblait être une énergie assez intéressante pour certains. Tu disais que la demande était garantie à peu près pour toi. Tu vois pas de risque à ce que l'électricité soit un jour remplacée par un autre moyen et t'as pas une boule au ventre qui te dit de temps en temps j'ai un peu peur qu'on m'invente un nouveau truc? Non. Short answer, c'est non. Pour une question un peu je reviens sur un truc. La demande est totalement sécurisée. Non, je peux pas dire ça. Hein. Je dis simplement que comme on va avoir un marché important, puisqu'on va avoir des millions de voitures électriques, et je pense que l'ensemble des constructeurs automobiles ont annoncé qu'ils allaient électrifier quasiment tous leurs modèles à l'horizon 2030. Et si c'est pas 2030, ça sera 2035 avec l'interdiction des véhicules thermiques et la directive européenne. Je suis très confiant sur le fait qu'on va avoir une augmentation du nombre de véhicules électriques. Et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres tous les mois. Après, la demande, elle n'est pas garantie. Charge à nous d'avoir des stations au bon endroit, qui ont un bon service, à un bon prix,
il va falloir quand même s'assurer qu'on a des clients qui viennent et qui sont fidèles. Donc, c'est pas du tout garanti. Maintenant, je ne suis pas inquiet sur le sujet que tu évoques, qui est est-ce que la technologie peut évoluer de manière importante et qui rendrait obsolète en fait notre modèle, parce que, indépendamment de ce que moi je pense, l'ensemble des constructeurs automobiles dans le monde ont choisi d'électrifier, l'hydrogène c'est l'électrique à la fin en fait, ce que ça délivre, mais d'avoir des véhicules électriques à batterie pour tous les modèles. Aujourd'hui dans le monde, juste pour te donner un chiffre, tu as à peu près 10 000 voitures à hydrogène pour, dernière nouvelle, à peu près 20 millions de véhicules à batterie électrique. Donc, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce que l'hydrogène, c'est très cher aujourd'hui, ça coûte très cher. Numéro 2, l'hydrogène aujourd'hui, c'est extrêmement carboné. Donc 95% d'hydrogène qui est fabriqué, c'est très très carboné. Donc on peut faire ce qu'on appelle de l'hydrogène vert. Et ça sera le cas pour les avions, par exemple? C'est l'hydrogène vert pour les avions dont on parle en 2000X? L'objectif, c'est qu'en fait, il y a un double phénomène. Il y a le mix énergétique européen qui est en train d'évoluer de manière très significative. Ça, je prends juste 2 minutes de recul là-dessus parce que c'est considérable. Et ça, dans les livres d'histoire, ça va être le gros shift qu'on étudiera. On est sur une demande qui était pilotable jusqu'à tout récemment, avec du nucléaire en France et dans les autres pays, du gaz, du charbon, du pétrole. Et on va passer d'un système qui est totalement pilotable avec des énergies fossiles ou du nucléaire à un système, je parle du système de génération électrique, où on a beaucoup plus de renouvelables. Le plan du Repower EU qui a été présenté juste après la guerre en Ukraine en 2022, c'est 69%, donc quasiment 70% d'énergie renouvelable dans l'Union européenne en 2028. Et ça, c'est quelque chose qui est arrêté. Ça doit représenter ça. C'est l'objectif en tout cas mais c'est un objectif sur lequel on va arriver. L'Allemagne, ils étaient à plus de 50% d'énergie renouvelable l'année dernière, entre l'hydro, le solaire, l'éolien. Partout en Europe en ce moment, et moi qui fréquente pas mal de fonds d'infrastructure, c'est évidemment leur sujet de prédilection. Il y a des plateformes solaires, éoliens, hydro, biomasse. Il y a un big bang phénoménal là-dessus. Okay. Donc nous, de toute façon, on va être obligés de le faire aussi, puisque les nouveaux réacteurs nucléaires en France, ils ne sortiront pas avant 2035. Donc comment est-ce qu'on va faire pour augmenter? On produit à peu près 500 TWh d'énergie en France par an. Comment est-ce qu'on va faire pour absorber la demande supplémentaire qui va venir à la fois de l'électrification des transports, mais aussi notamment de tout ce qui est système de chauffage? Grosso modo, l'idée, c'est on se débarrasse du gaz et du fioul et on remplace par des pompes à chaleur et donc qui marchent avec de l'électricité. C'est extrêmement vertueux et il faut le faire, mais simplement, ça va consommer un peu plus d'électricité. Et donc, le mix énergétique va devenir beaucoup plus volatile. Et pourquoi je te raconte tout ça? Parce qu'à partir du moment où il est plus volatile, tu vas avoir beaucoup plus de... Comment dire? Il y aura beaucoup plus de puissance disponible. Et ça sera, pour revenir à ce que tu disais, est-ce que c'est hydrogène, pas hydrogène, etc. Je pense qu'on sera dans un monde dans lequel l'électrification des transports et l'électrification, grosso modo, du chauffage, c'est totalement accessible, en fait. On est en train de le faire en ce moment. C'est assez incroyable, en fait, ce qu'on vit. Et je pensais, tu parlais des Allemands, mais si je dis pas de bêtises, ils ont demandé à ce que le texte ne précise pas que les véhicules doivent être électriques, mais que les véhicules ne soient pas dans une énergie fossile. Ça t'inquiète? En fait, ils ont fait un amendement spécifique qu'on appelle un peu l'amendement Porsche, qui autorise ce qu'on appelle les biofuels. Ah, ok. Les carburants de synthèse, excuse-moi. Les carburants de synthèse. Et en fait, les carburants de synthèse aujourd'hui, c'est écologiquement un désastre, il faut le savoir. Et numéro 2, pour l'instant, c'est 4 000 € le litre. Et si vraiment on le produit à l'échelle industrielle et qu'on arrive à faire des progrès significatifs, on sortira peut-être à 5 € le litre. Et l'impact environnemental de l'électricité ne fait aucun doute de ton côté, enfin aucun doute. Le bienfait environnemental. Doute. Okay. Aucun doute. Et ça me permet d'en dire un mot 2 minutes. Je rappelle le système actuel. Le système actuel, c'est on va acheter à un pays, en plus avec lequel on n'a pas souvent des bonnes relations, c'est-à-dire Qatar, Arabie Saoudite, Russie, parce qu'évidemment du pétrole on n'en a pas en France, ça serait trop sympa. Mmh. On va l'acheter à ces pays-là, c'est 20-25 milliards de dollars par an juste pour la mobilité. On le fort
de plus en plus loin, parce qu'en fait, le pétrole, ce qu'on appelle les low-hanging fruits, on les a déjà tous pris. Donc, il faut aller notamment offshore, etc., avec les potentielles conséquences que ça peut avoir si jamais ça tourne mal. On le ramène en France, on le raffine, processus extrêmement énergivore. Ensuite, on le distribue et on le brûle. C'est ça le modèle actuel. Donc, numéro 1, il y a un enjeu de souveraineté énergétique qui est colossal. C'est-à-dire que dès que le prix du baril de pétrole il augmente, toute l'économie est bousculée. Et le gouvernement se précipite pour potentiellement faire des chèques à la pompe pour éviter que ça soit les émeutes qu'on a pu connaître au moment des Gilets jaunes. Donc tu vois l'intoxication dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'en fait, on a zéro prise là-dessus. C'est l'OPEP qui va dire « Ah bah demain, le baril, il est à 130 $. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ok, bah toutes les prévisions de croissance qu'on avait faites, etc., finalement, c'est foutu, c'est terminé. Parce qu'en fait, le pétrole, c'est ce qui fait tourner toute notre économie. Et s'il est trop cher, on s'en sort pas. » Donc déjà, il faut sortir de ce modèle-là. Et numéro 2, factuellement, très factuellement, quand on regarde les études de l'ADEME, de Carbone 4, tu peux regarder tous les chiffres. Sur l'ensemble du cycle de vie d'un véhicule électrique, on est, en France, à peu près, on est entre 60 et 80% d'émissions de carbone en moins par rapport à un véhicule thermique sur l'ensemble du cycle de vie, fabrication de la batterie comprise. Donc, moi, je me bats contre toutes ces idées. Tu n'as même pas idée le nombre de gens qui me disent ah ouais, mais les batteries, les terres rares, les trucs, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et quand tu remets ça dans un contexte un peu éclairé, tu te dis, mais évidemment qu'il faut le faire. Pour des questions de souveraineté, pour des questions... Et à la limite, tu dis pas que c'est la panacée, mais c'est vraiment beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, les émissions de carbone liées au secteur des transports, c'est 31%. Si demain, l'ensemble du secteur des transports était électrifié, on passerait à 10%. Un peu moins de 10%, tu te rends compte ? Oui, c'est un gap énorme. C'est monumental. Et tu penses que les investissements aujourd'hui européens sont à la hauteur de l'enjeu et l'Europe peut tirer son épingle du jeu un peu ultra concurrentiel qui se joue au niveau mondial aujourd'hui? On est bien positionné au niveau français ou européen? Oui, on est bien positionné. En fait, la mobilité électrique, si je prends les 3 pôles mondiaux, Chine, Union européenne, États-Unis, la Chine est en tête. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont... moi, quand j'étais à Shanghai, là, quand j'ai... tu l'avais déjà constaté, quoi. Il y avait déjà des scooters électriques partout. Donc, ils ont beaucoup d'avance sur les batteries. Ils ont fait beaucoup de recherches. 50% des papiers de R&D depuis 2010 sur les batteries, c'est en Chine. Donc, ils ont beaucoup d'avance. Ensuite, nous, Union européenne, on a été assez volontariste avec toutes les mesures que tu connais, bonus, malus, etc. Et donc, je pense qu'on a pris le pli. Les États-Unis, ils ont 2 ou 3 ans de retard par rapport à nous. Le gros enjeu pour moi, c'est... Tu as les constructeurs automobiles qui se sont mis en mouvement. Ils vont être très sonnés. Tu vas avoir des Kodak dans les constructeurs automobiles. Tu vas avoir des gars qui, jusqu'à il y a peu de temps, disaient « Non, mais l'électrique, on ne sait pas, on n'est pas sûr. » Tu vois ce qu'on appelle les bébés Tesla avec les NIO, BYD, Xpeng, Geely, etc. Ils arrivent avec des produits qui sont 10 fois mieux, qui sont 2 fois moins chers. Ça va faire mal. C'est le lot de toutes les transitions. Il y en a qui s'adaptent et ils survivent, et il y en a d'autres qui passent à la trappe, malheureusement. Je souhaite évidemment qu'il n'y ait pas de constructeurs français qui soient impactés. Je pense que ce ne sera pas le cas. Ça, c'est ma petite nature optimiste. Mais oui, ça va faire mal. Tu as un changement de paradigme. Regarde, le premier constructeur électrique aujourd'hui, c'est Tesla. Et Tesla, c'est une boîte qui a 15 ans. C'est pas Ford, c'est pas General Motors. C'est encore un exemple du fait que le pure player qui arrive a une vue plus fraîche et donc meilleure dans son exécution. Autorisé à challenger les vieux players, en plus industriels, où tu te dis mais avant qu'on arrive à les concurrencer, il va falloir se lever tôt, mais en fait non, ça peut arriver vite. Merci pour tous ces partages. On passe à des questions un peu plus rapides, un peu plus perso. Oui, pardon. Et au niveau de ta perso, toi, t'as évolué. Tu es passé par des sessions de coaching et ça m'intéresse d'avoir un peu un petit feedback, quelques secondes sur comment tu as travaillé sur toi et qu'est-ce que tu as travaillé dans ton évolution de carrière. Alors, très bon sujet. Je vais essayer de faire court. D'abord, j'ai compris une chose, c'est que l'investissement sur soi-même était un bon investissement. Premier point. Deuxième point, j'ai fait du coaching individuel, du coaching à 2 avec mon associé de l'époque de Cheers, et des sessions de coaching avec le COMEX, donc avec les managers d'Electra. Donc je pense qu'il y a différents formats possibles. Et je trouve que c'est très riche. Ça permet
Tu vois, tu disais oui, mais l'entrepreneuriat, est-ce que t'es pas dégoûté, t'as continué et tout. Pour moi, c'est comme un trail ou un marathon, une épreuve sportive. Il y a des gens qui se disent, mais putain, mais pourquoi ils font ça? Ils sont un peu maso. Mais en même temps, c'est là où tu te découvres toi-même, où tu vois tes limites, où tu vois comment est-ce que tu peux justement les dépasser. Tu sens que tu progresses parfois. Tu sens que tu progresses, et c'est dans ces épreuves un peu difficiles, en tout cas dans ces challenges-là, que tu te connais mieux toi-même. Et je pense que l'aide d'un coach est particulièrement importante à des moments pour débloquer un peu des clés de lecture de soi-même, comment j'interagis, pourquoi je réagis comme ça. Et finalement, c'est une énorme connaissance de toi-même que tu as au travers de ces projets-là. Oui, qui est une quête sans fin d'ailleurs. Donc il faut faire attention parce que tu peux y passer vraiment 10 heures par jour. T'es père de famille, entrepreneur, multi-entrepreneur et investisseur aussi. Enfin bref, t'es chargé. L'équilibre vie perso, vie pro, c'est un rêve ou une réalité? C'est pas évident. Franchement, moi j'ai la chance d'avoir une femme vraiment extraordinaire qui comprend. Déjà, ça fait 15 ans qu'elle vient avec un entrepreneur. Elle comprend aussi que je suis au démarrage d'Electra. Et pour sortir de terre le truc au début, ça demande une énergie folle. Et donc, je pense qu'on a, tu vois, une forme de compréhension mutuelle sur le sujet qui fait que elle est hyper supportive. Et ça, c'est clé pour moi, en fait. Si j'avais pas ça, clairement, je me dirais, ok, je suis en train de mettre à mal un peu cette construction familiale qui est hyper importante pour moi. Et je pense que ça me trotterait dans la tête, en plus de toutes les autres choses que j'ai dans la tête. Et à mon avis, ça serait impossible. Donc, c'est une charge mentale potentiellement énormément absorbée. Et tu as des routines qui te permettent de passer le temps que tu veux ou une discipline un peu par laquelle tu passes pour réussir à mener de front tout ce que tu as envie de mener? Non. Ou des habitudes que tu prends ou des choses que tu t'imposes? Pas spécialement. Non. Je n'ai jamais fait de méditation, de trucs comme ça. J'essaie de faire un peu de sport. Ça, c'est bien, ça m'aide. Et j'essaye aussi tu vois, beaucoup de bruit et de trucs. J'essaye de les... C'est-à-dire, je réponds jamais à un numéro que je connais pas. Non, mais ça a l'air idiot. Toutes les sollicitations, etc. À un moment, tu es obligé de te protéger un peu. Donc, il y a plein de trucs que je reçois et tout. Je réponds pas ou peu, ou je redirige, tu vois. Mais j'essaye de... C'est un peu naturel. Ouais. Mais c'est un peu obligatoire. Ouais, okay. C'est un peu obligatoire parce que sinon, tu peux te noyer, quoi. Est-ce qu'il y a une boîte qui t'aurait aimé monter, que tu vois en ce moment dans son exécution, dans son business, où tu t'es dit, celle-là, j'aurais bien aimé me lancer là-dessus? Ah, ça, c'est une super bonne question. Moi, j'aime beaucoup ce que font Verkor, là, les batteries. Je trouve ça mais fantastique. Ils doivent être dans une phase assez dingue. Enfin, à vivre. Complètement dingue. Ça, c'est vraiment une très, très belle boîte. J'aimerais les avoir à ce micro. Je sais pas si tu connais du monde, mais... Bah, j'ai rencontré Benoît, là, il y a peu de temps. Je pourrais filer son mail. Donc, vraiment extraordinaire. Sujet de dingue. Et ensuite, tu vois, moi, j'aime bien aussi les boîtes de produits. Donc... peut-être que des choses comme tu vois, il y a des boîtes qui montent en ce moment des petits camions électriques, ce genre de choses. Ça, c'est des trucs que j'aurais bien aimé monter. Ouais, qui mélangent beaucoup de sujets qui je vois pas mal de gens qui essaient de décarboner l'aviation aussi, qui commencent à regarder comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Le train, moi je suis passionné je te l'ai dit, de mobilité, donc j'avais pensé à monter une boîte de train. J'ai abandonné parce que je me suis dit, en fait, quand je vais à la gare, je monte dans un train en 3 minutes. Globalement, ils sont à l'heure. L'expérience, elle est bien. Ouais. Qu'est-ce que le levier est moins évident. Je voyais pas le pain, tu vois. Okay. Est-ce qu'il y a une personne, toi, qui fréquente pas mal d'entrepreneurs, que tu me conseillerais d'avoir à ce micro qui dégage quelque chose et un parcours assez inspirant? Ouais, moi, j'ai plein de copains. Aldric Aimier, qui a monté Climb. C'est une fintech. C'est un exemple de résilience, de ténacité. Ils ont pivoté de business model au moins 1 ou 2 fois dans un contexte qui n'est pas évident. Enfin, franchement, c'est extraordinaire, je trouve. Alex Belliti, mon pote qui a monté Clini. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Si, j'en ai entendu parler. Rappelle-moi ce qu'ils font, eux. Boîte de nettoyage industriel. Bien sûr, oui. Qui est hyper intéressante parce qu'en fait, c'est des centaines de personnes qui font tourner le quotidien de milliers de mètres carrés de bureaux. Différent. Ouais. Voilà. Et puis j'en aurais tant d'autres. Et puis Olivier de Vercors, mais on va s'arrêter là parce que le temps passe.
Merci beaucoup pour cet échange. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler des succès d'Electra à venir. Bon vol, parce que tu en as un bientôt. Et je te dis à bientôt. Merci. Ciao. À bientôt. Ciao.